tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam, une vidéo mes meilleures lectures de 2023. Je vais découper cette vidéo en 3 parties. J'ai fait un top 10 de lecture de ces 10 livres que j'ai préférés dans l'année. Donc je vais vous en présenter d'abord 7 dans un ordre tout à fait aléatoire, pas par préférence. Et puis après je vous proposerai mon top 3 de l'année et mon top 3 thriller. Et je vais donc commencer par vous présenter ces 7 romans. On y va, c'est parti. Et pour vous parler de mes coups de cœur de l'année 2023, je vais tout simplement vous lire les chroniques que j'ai faites sur Instagram. Mes chroniques sont toujours rédigées de la même façon, c'est-à-dire que en premier je fais un résumé de l'histoire et ensuite je vous donne mon avis. Ça a été très compliqué de préparer cette vidéo et de choisir vraiment 10 lectures. Il y en a où j'avais très envie de les mettre et voilà, il fallait que j'en choisisse 10, sinon la vidéo aurait duré 1000 ans. Je vois par exemple en défilant mes chroniques que je n'ai pas mis Une belle vie de Virginie Grimaldi, alors que j'ai passé un excellent moment et que Virginie Grimaldi est mon autrice préférée. Mais voilà, j'en ai mis 10, il fallait choisir. Alors le premier qui est sur ma pile, c'est celui-ci, Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Je dirais que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2023. Je me souviens d'une lecture très forte avec des femmes très puissantes. Je me souviens d'une lecture qui m'avait chamboulée, d'une lecture dépaysante. J'adore Melissa d'Acosta, j'adore sa plume et celui-ci n'a pas fait exception. Flore plaque tout, sa vie, son couple, parce que plus rien ne va et qu'elle sombre. Elle a fait des choses qu'elle regrette, qu'elle ne parvient plus à assumer. Alors elle fuit à l'autre bout du monde, elle arrive à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande où l'accueille Autumn et sa fille Millie, propriétaire du camping Mutunga o Te Ao, le bout du monde en maori. Ces 3 femmes ont un seul point commun, elles sont hantées par les douleurs du passé, celles qui empêchent parfois d'avancer. J'ai fermé les yeux et je me suis retrouvée en Nouvelle-Zélande, dans ce camping avec ces 3 femmes puissantes et incroyables. J'y ai vu Flore, fragile, Millie, en train de nager et Autumn veiller maladroitement sur sa fille. J'ai vu des douleurs profondes. J'ai vu une mère avoir peur de voir partir sa fille. J'ai vu une femme qui s'interdit le bonheur et une autre qui s'interdit de vivre. Je me suis laissée bercer par cette histoire empreinte de résilience et d'une incommensurable urgence de vivre pleinement. J'ai écouté les légendes maoris qui fascinent et qui envoûtent. Melissa d'Acosta signe de sa plume puissante et immersive une histoire qui m'a transportée. Elle prouve une fois de plus qu'elle est l'une des meilleures conteuses françaises avec un roman sans faute. Ces 3 femmes ont beaucoup à vous dire, à apprendre et surtout à vivre. Mon premier coup de cœur de 2023 est là. Je suis sortie de cette lecture bouleversée, triste de quitter ces 3 femmes. Je serais bien restée à l'autre bout du monde. Voilà pour le premier livre de ce classement. Ensuite, c'est un livre des éditions Charleston et il s'agit d'un roman qui s'appelle Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain. C'est un roman, je me souviens que je l'ai lu, on était partis en week-end en amoureux avec mon mari et j'avais importé ce roman-là. Voilà, on était dans un petit chalet privatif, enfin c'était avec une cheminée, enfin c'était vraiment, j'ai passé un tellement bon moment de lecture avec ce roman-là. Peut-être que le contexte a joué, etc. Mais je vous jure que il est très court ce roman-là de Sophie Jomain. Il fait 275 pages et j'avais eu un énorme coup de cœur. Pareil, je me souviens de femmes, c'est une relation mère-fille en fait ce roman-là, une relation mère-fille extrêmement complexe et c'est pareil, c'est dépaysant, on est dans les montagnes, on est dans le froid, c'était magnifique. Ce roman fait partie de ceux que je commence à l'aveugle parce que j'ai envie qu'il me dise ce qu'il a envie de me livrer au fur et à mesure. Et je rencontre des personnages, une île, une façon de vivre qui vont m'envoûter. Je rencontre Abby qui a fui Eagle Bay, qui a fui un endroit où plus rien ne lui permettait de s'épanouir, qui a fui une mère détestable, Emma. Mais Abby doit revenir car la seule chose qui avait de l'importance ici, en Alaska, c'était Pierre, son père, qui vient brusquement de s'éteindre. La mère d'Abby est handicapée, elle doit la ramener avec elle en France, elle ne pourra pas vivre seule éternellement. Mais comment convaincre quelqu'un d'acariâtre qui n'a pas envie de vous voir, vous, sa propre fille, ni de quitter des lieux gorgés de souvenirs et de solitude apaisante? J'ai rencontré une mère et une fille qui ont le cœur lourd de rancœur, qui ont beaucoup à se dire, car les fondations de leur relation sont branlantes, édifiées sur des non-dits. J'ai rencontré l'Alaska, la résilience, l'abandon. J'ai rencontré un amour puissant, celui pour un homme, pour une île, ou celui que l'on se porte à soi lorsqu'on décide de faire de notre vie, notre personne, une
priorité. Je referme ce livre apaisé, quoique un peu déboussolé par ses forêts et cette leçon de simplicité. Sophie Jomain prouve une fois de plus qu'elle sait aborder des thèmes difficiles avec un regard bienveillant. Tout le monde fait des erreurs et ce roman ne laisse pas de place au jugement. Bref, c'était fabuleux, dépaysant, envoûtant. Abby et Emma me manquent déjà beaucoup. La vie est si courte. Vivez. Voilà, le numéro 2. Ensuite, un roman des éditions Hurlevent et il s'agit du roman qui s'intitule Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmond, de Sarah Yarmond, l'éditrice des éditions Hurlevent. Sarah, évidemment, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et pourtant, ça n'altère pas mon jugement, c'est-à-dire qu'elle est dans mon top 10 parce qu'elle mérite d'être dans mon top 10. Il y a quelqu'un d'autre que j'apprécie beaucoup qui est également dans mon top 10, vous le verrez après. Et en fait, ce sont des gens que j'aime humainement et ce sont des gens qui ont un talent fou pour l'écriture. Et Sarah a un talent fou pour l'écriture. Je sais qu'elle a construit ce roman en quelques semaines, en quelques jours et je trouve ça absolument dingue. Je me souviens d'un roman que je commence complètement à l'aveugle, comme tous mes romans des éditions Hurlevent, puisque voilà, je suis pas bêta lectrice, mais voilà, je suis une voix à Hurlevent, donc je lis ces romans, je n'ai pas de 4e de couverture, je n'ai rien. Et je me souviens avoir été bluffée par la fin, par le talent d'écriture de Sarah, qui a vraiment une plume très poétique, très jolie. Mais je me souviens m'être dit à la fin, elle m'a retourné le cerveau. 1909, c'est l'année où Honoria Belfort regarde le cercueil de son mari être enfui sous terre, emportant avec lui une vie calme et paisible, un destin tout tracé. 1909, c'est l'année où tout va basculer. Car aux grandes dames de sa mère, Lady Rosemary, une aristocrate, Honoria ne cherche pas à retrouver un bon parti et à se remarier. Honoria aspire à toute autre chose, enseigner. Et c'est ainsi qu'elle va pousser les portes du manoir de Wakefield et devenir la préceptrice de des deux derniers enfants d'Edgerton et d'Irene Pendergast, Edley et Aubrey. Tout semble aller pour le mieux dans cette fabuleuse demeure. On peut sentir la cuisine d'Alberta, écouter les silences de Myrtle, la gouvernante, observer la douceur d'Adélaïde, une des filles du châtelain. Mais les apparences sont trompeuses et certaines alliances conclues au siècle passé viendront assombrir la quiétude des lieux. Ce manoir est un lieu où j'ai pris beaucoup de plaisir à me réfugier dans un premier temps, à observer Honoria, tentant de penser ses peines et ses fêlures, de dompter ses cauchemars. Je regarde ces personnages auxquels je m'attache immédiatement, faire connaissance avec chaque membre de cette famille, agréable ou moins. Et puis j'ai aperçu les secrets et les non-dits. Plane une ambiance singulière dont chaque mystère vous rendra fou. Vous croiserez l'amour, l'amitié, la maladie et la trahison. La plume de Sarah me surprend encore, car une fois de plus, tout est différent et pourtant tout est elle. Une autrice de talent avec une expression élégante, des personnages raffinés, un lieu un peu hanté par la douleur, tout à son image. Aussi entraînant que machiavélique, le rythme soutenu ne laisse pas un instant de répit, mon enthousiasme ne s'est pas essoufflé une seconde. Bref, je suis conquise. Wakefield Manor a encore quelques pièces inhabitées qui n'attendent que ses nouveaux hôtes. Vous. Et c'est avec évidemment une très grande fierté que je suis sur la 4e de couverture. Enfin voilà, un très grand merci aux éditions Hurlevent et à Sarah pour ce moment incroyable dans mon année de lectrice 2023. Ensuite vient un roman des éditions Charleston et c'est une plume que je lis pour la première fois cette année, en cette année 2023. Et c'est une plume que je sais que je vais relire encore et encore parce que j'ai été conquise dans les premiers chapitres. Et il s'agit de Nos racines invisibles d'Isabelle Lagarry. Je me souviens d'un personnage, Romy, extrêmement singulier, atypique. Et je me souviens d'une histoire qui m'a complètement touchée. Je me souviens d'un... Il y a quelque chose de très fort dans ce roman dont je ne peux pas parler puisque je vous spoilerai quelque chose, mais c'est le combat d'une vie. Et ouais, j'ai été extrêmement touchée par ce roman, j'ai été extrêmement touchée par ce personnage principal atypique qui rentre pas dans les cases qu'on attend en fait d'un personnage principal. Et j'ai été bouleversée par cette femme qui
Je vais vous lire ma chronique. Romy trouve refuge dans ses chantiers de fouilles au Brésil. Celle qui écrit une thèse en archéologie aime sa solitude depuis le décès de sa mère. Cette dernière était le lien le plus solide entre elle et son père. Elle n'a jamais grand-chose à lui dire, elle le trouve loufoque, a tenté encore et toujours de figurer dans les livres des records. Et puis il y a autre chose. Un regard échangé un jour entre ses parents ont semé le doute. Est-il vraiment son père? Un test ADN va venir remettre beaucoup de choses en question. Je referme ce roman avec la sensation d'un sans faute, une histoire captivante, prenante, une héroïne atypique qui me touche dès les premières pages et dont l'histoire m'a chamboulée. Isabelle Lagarrigue a ce quelque chose dans la plume que j'ai trouvé différent, parvenant à nous dépeindre un drame familial sans pathos et sans clichés. Romy est sensible, pleine de toc, et s'est forgée une carapace imparable. Elle doute depuis longtemps sur beaucoup de choses et va avoir le courage d'aller chercher ses réponses. Romy est incroyable. Tous les personnages de ce roman sont géniaux. La grand-mère et ses sites de rencontres, Gareth et sa patience bouleversante et ce père à la maladresse touchante. Ce roman m'a beaucoup émue, m'a fait rire. Je suis passée par tout un tas d'émotions, refermant le livre les yeux humides. La thématique du roman est très forte et est abordée avec beaucoup de justesse. Les silences, les non-dits, les trahisons et l'impact qu'ils ont sur une vie. Bref, un gros coup de cœur que je vous recommande, les yeux fermés. Voilà pour ce roman. Ce roman simple, mais tellement efficace. Ce roman... il est très percutant, très bouleversant et tous ces personnages sont très intelligents. Enfin, vraiment, j'ai eu un très gros coup de cœur pour Nos racines invisibles de Isabelle Lagarrigue. Ensuite, ça va être plus compliqué de vous parler du prochain. Ensuite, je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup. Je crois que je vous ai parlé que de femmes pour le moment. Et qu'après, ce ne sera que des femmes dans mon top 10. Il y aura donc un homme, un seul et unique homme dans ce top 10. Et c'est un roman qui va marquer... pour toujours, je pense, ma vie de lectrice, pour tout un tas de raisons. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de La chanteuse de bal de Julien Rampin, qui est donc un roman paru aux éditions Charleston. Je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler de celui-ci, je m'excuse d'avance. Gloria vient bousculer la petite vie paisible de Beautemps. Cette chanteuse de bal que personne n'avait jamais vue avant vient assister aux funérailles d'Odette, la veuve de l'ancien maire du village. Alors, Claude et Claudine, les deux sœurs commères, assises au seuil de la porte de leur maison, observent. Pendant que Simon, l'infirmier écorché, et Juliette, la coiffeuse aux airs de Marilyn, tentent d'intégrer la nouvelle venue installée dans une péniche. Gloria vient bousculer la petite vie paisible de Beautemps. Enfin, paisible, peut-être pas tant que ça. Julien nous offre une fois de plus un roman qui rime avec humanité. Les mystères de ce village sont nombreux et chacun a à balayer devant sa porte. Chacun traîne des valises, des tristesses et des solitudes. Chacun traîne des non-dits, chacun traîne sa souffrance. Et pourtant, une arrivée lumineuse va peut-être tout changer. Je crois que le message de ce roman est puissant. Malgré que la vie ne soit pas facile, malgré les bâtons dans les roues, malgré tout, il faut continuer à vivre et pas seulement survivre. Il faut chanter, danser, être heureux. Il faut se battre pour ce que l'on est fièrement. Chaque personnage me touche parce que chacun a sa particularité bien trouvée, parce qu'on connaît tous une Marilyn, une Claude ou une Gloria. Ce roman est un théâtre dont chaque coup vous ravira. Ce roman est un poème dont chaque rime vous mettra du baume au cœur. Ce roman est une pépite, de celle que je garderai précieusement dans mon cœur. Ce roman est douloureux, mais réparateur, un pansement à paillettes qui vient guérir les blessures. Cette chanteuse de bal vous attend et soyez au premier rang. Je me souviens, ce roman, je le commence à 14 ou 15, je le commence mi-avril. Je vais partir en vacances avec mes enfants et mon mari, évidemment. On part en camping-car et on s'apprête à faire un petit périple dans le nord de la France. Et voilà, le soir, on va se coucher. Je mets mon marque-page, page 103 de ce roman et je ferme ce roman. Dans ce roman, il y a un incendie qui vient ravager et détruire des vies. Je ferme ce livre, page 103, et je m'endors. Et le lendemain matin, mon père m'appelle et m'annonce que mon grand-père est décédé dans la nuit, dans l'incendie de sa maison. On rentre évidemment en catastrophe. Ma grand-mère est à l'hôpital et donc j'attends. Je rentre à la maison, j'attends des nouvelles de mon père. Et je n'arrive à rien faire en fait. Et je me suis dit, je vais continuer mon livre sans penser à tout. Et donc j'ouvre mon livre au chapitre 12 et ça commence par Claude. Et c'est Claude, c'était le... Donc là, Claude, c'est une femme, mais Claude, c'était le prénom de mon grand-père. Et voilà, en fait, l'histoire de ce lien que j'ai avec ce roman. Il y a des histoires comme ça
qui arrive exactement au moment où tu as besoin. Et la chanteuse de bal est arrivée exactement à ce moment-là. Et comme je l'écris dans ma chronique, en fait, ça n'a rien à voir avec une histoire de grand-père, ce roman. Mais en fait, tous les messages précieux qui délivrent ce roman-là, qu'il faut vivre pleinement, c'est venu un petit peu me tacler au moment où j'avais le plus besoin qu'on vienne me tacler. Et voilà, c'était un vrai pansement pour moi à ce moment-là. Et voilà, Julien Rampin, c'est un auteur que j'adore. J'ai d'abord découvert l'auteur et ensuite j'ai découvert la personne derrière. Mais là aujourd'hui, je vous parle de l'auteur et je vous parle de ce talent fou qu'il a de mettre des mots sur des émotions et c'est toujours très beau et c'est toujours très fort. Et voilà. Ne passez pas à côté des romans de Julien Rampin si jamais vous n'avez encore jamais lu cet auteur, c'est fantastique. Toujours dans un sujet très gai, j'enchaîne avec Mon Midi, Mon Minuit d'Anna McPartlin. Là c'est le 3e roman que je lis de l'autrice, elle en a écrit 4. Il m'en reste encore un à découvrir, mais voilà, Anna McPartlin, elle fait partie des autrices que j'adore vraiment beaucoup. Les derniers jours de Rabbit Eyes avaient été un énorme coup de cœur et celui-ci n'est pas venu faire exception aux 2 précédents, c'est-à-dire que elle me fait passer du rire aux larmes en une ligne. Elle a une plume, cette femme, absolument incroyable. Elle est extrêmement généreuse, extrêmement bienveillante et elle te parle de sujets extrêmement difficiles. Et voilà, ici je me souviens d'un roman que j'ai dévoré et d'une femme, Emma, qui subit un drame absolument horrible et qui doit apprendre à vivre, à renaître malgré ce drame. Il suffit d'une seconde pour que tout bascule, pour que notre monde s'écroule, pour que le bonheur s'effondre. Emma en sait quelque chose. Le deuil va d'abord la dévorer, la culpabilité l'anéantir, mais il y a quelque chose qui sera plus fort que tout ça, cette incroyable bande de potes. Et elle va tout tenter pour lui redonner l'envie de vivre. Coup de cœur absolu. Cette histoire est sans défaut, touchante, drôle. La puissance de la plume d'Anna McPartlin est encore venue me chambouler comme rarement je le suis autant. Emma passera par un panel d'émotions violentes que l'autrice nous dépeint avec talent, avec beaucoup d'intensité. C'est une des autrices qui sait me faire exploser de rire et pleurer en seulement 2 lignes. J'ai eu la gorge nouée parce qu'Emma m'a bouleversée. Et son entourage est incroyable. Anna McPartlin sait nous offrir un panel de personnages de qualité. Chacun est intelligent et apporte un vrai quelque chose à l'histoire. Rien n'est laissé au hasard. Chacun a ses fêlures, ses doutes, mais chacun apporte beaucoup de lumière au récit. Je crois que cette histoire ne plaira pas à tout le monde parce qu'elle peut diviser. Je l'entends parfaitement. J'ai d'ailleurs par le passé déclingué ce style d'histoire. Mais ici, j'ai été emportée par l'humour, par la plume, par la puissance des sentiments. Je n'aurais pas aimé qu'il en soit autrement. Merci Anna McPartlin d'écrire avec autant d'émotion que d'humour. Il ne me reste plus qu'un livre à lire de l'autrice et j'ai peur d'un trou béant une fois que cette lecture sera achevée. Alors je garde précieusement du côté du bonheur pour le jour où j'aurai envie de lire un truc qui, je le sais d'avance, saura m'emporter. Et le 7e roman, également une autrice que j'aime beaucoup beaucoup et un roman qui, pareil, m'a fait vivre des émotions très fortes. Vous remarquerez en fait que mon top 7 là, ce sont des livres qui sont venus me tirer les larmes et que j'ai refermé en me disant ça m'a fait du bien. C'est bizarre parce que souvent c'est quand même des sujets très dramatiques. Et il s'agit de Agnès Martin-Lugan et de L'homme aux 1000 détours. Et pareil, ici il se passe des choses qui sont venues un petit peu faire écho à ma situation et à ma vie privée et j'ai trouvé une fois de plus, je pense pas présenter ou faire connaître Agnès Martin-Lugan à quiconque, mais voilà, elle sait écrire sur les sentiments humains comme peu de personnes le font, je trouve. Elle est extrêmement sensible et elle est habitée par ces personnages, Agnès Martin-Lugan, et elle les rend tellement vivants, elle les rend tellement vrais. Que je trouve toujours ces histoires très très percutantes. Famille, nom féminin. Antiquité, sens étymologique, ensemble de personnes vivant sous le même toit. Pour Gary, c'est un rêve, pour Yvan, une angoisse, pour Erin, un souvenir douloureux. C'est tout ce que j'ai marqué pour résumer ce roman.
Agnès Martin-Lugan, la poétesse des mots et des sentiments, a encore frappé très fort. Elle a su une fois encore me bouleverser, m'enivrer par sa plume. Il est question ici de sentiments intenses et d'angoisses qui le sont tout autant. Ici, on aime très fort, on aime démesurément, on aime à se perdre, on aime si fort qu'on espère, on aime si fort qu'on pourrait commettre des erreurs impardonnables. J'ai aimé Erin instantanément, comme une amie, que je devais sauver de sa douleur, avec la sensation d'être en eau trouble et de ne pas avoir le tendeur de la bouteille d'oxygène à lui tendre pour qu'elle respire. Erin est incroyable, ses enfants sont fabuleux. Ses enfants sont ses bouées pour ne pas sombrer. C'est l'amour incommensurable d'une mère que la vie a trompée. Gary est vibrant, percutant, animé par une passion et un désir saisissant, vivant et possédé par la liberté. Allez rencontrer ces trois personnages fous, ces trois personnages au destin qui se croisent et qui vont vous conter une histoire bouleversante. Attention, c'est une histoire qui se lit en apnée, pourvu que tu parviennes à reprendre ta respiration une fois le livre fermé. C'est un roman où voilà, ça parle un peu de plongée sous-marine dedans. Je crois que voilà, j'ai choisi évidemment le champ lexical dans ma chronique autour de cette plongée. Et c'est ça, c'est un roman qui... je me souviens l'avoir lu très vite et avec ce sentiment d'urgence, de vouloir le finir, de vouloir savoir si Erin allait parvenir à de nouveau être heureuse. En fait, Erin a fondé une famille avec un homme et cet homme est parti du jour au lendemain. Voilà un peu l'histoire de ce roman. Et c'était très fort, très beau, très réussi, comme toujours, avec Agnès Martin-Lugan. Alors, je vais vous parler de celui qui est arrivé en numéro 3 du classement. Et il s'agit des Mauvaises épouses de Zoé Brisby aux éditions Albin Michel. Quel roman incroyable nous a proposé Zoé Brisby cette année. Assez différent de ce qu'elle a proposé précédemment, avec ici une plume bien plus grinçante, bien plus incisive, une plume qui va droit au but et qui a énormément de choses à nous dire. Les romans précédents de Zoé Brisby, je les ai beaucoup aimés, c'était des très jolies histoires, plus feel good, je déteste utiliser ce mot-là, mais j'ai rien d'autre qui me vient là tout de suite maintenant. Summer vit à Artemisia Lane, dans le Nevada, une charmante maison où elle est une parfaite petite épouse modèle, pendant qu'Edward, son mari, étudie la bombe atomique, la puissance des États-Unis, leur merveilleux pays. Alors, à chaque lancée de cette petite merveille, Summer organise des barbecues atomiques. Il faut être mieux reçu que chez le voisin, hein. Sauf qu'en 1952, une autre bombe va arriver, elle s'appelle Charlie, elle habite à côté et elle va tout chambouler. J'ai presque envie de rien vous dire de plus, juste de foncer. Zoé Brisby signe pour moi ici un roman différent de ce qu'elle propose habituellement. Le ton est plus grave, dramatique, l'autrice a beaucoup à dire et à dénoncer, et elle le fait avec brio. Cette rue est bercée par les cancans et le mas-tu vu, un petit côté desperate, mais plus piquant encore. Ça se tire dans les pattes autant que ça tire des bombes atomiques, et pourtant au milieu du chaos, deux femmes rêvent de liberté. Ce roman, il est féministe, puissant, et ces femmes me bouleversent tant par leur résignation que par leur détermination. J'ai tremblé, j'ai été en colère, j'ai souri, j'ai grincé des dents, j'ai dévoré ces 330 pages avec le besoin de tout savoir de ce livre incandescent. Zoé Brisby m'impressionne vraiment, merci pour cette pépite, je me languis du suivant. Va rencontrer ces mauvaises épouses, elles vont te bluffer. Je te le promets. Ensuite, le numéro 2, j'ai beaucoup hésité. Franchement, le numéro 1 et le numéro 2, ça se vaut hein, au niveau de quand je les ai lus à me dire oh. J'hésite là encore. Le numéro 2, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui était d'abord sorti aux éditions Plomb. Alors ici, on est en Écosse, on est au XVIIe siècle et on est au XVIIe siècle. Et on est avec une Corag, une jeune femme qui est au fond d'une geôle et qui attend d'être amenée au bûcher. Elle va mourir, elle est accusée de sorcellerie et voilà, ses jours sont en danger et la fin est proche. Cette Corag, cette femme, elle a été témoin d'un massacre et il y a un révérend, le révérend Leslie, qui vient l'interroger alors qu'elle est dans sa prison. Et voilà, Corag va nous conter son histoire absolument incroyable. 1692, Écosse. Corag vit ces derniers jours accusée de sorcellerie. La jeune femme va bientôt être conduite au bûcher. Le révérend Charles Leslie vient au fond de sa geôle crasseuse pour recueillir son témoignage sur le massacre de Glencoe avant que la sorcière ne périsse dans les flammes. Il veut connaître le donneur d'ordre de cette tuerie. Corag va lui raconter son histoire et profondément le bouleverser. Et il n'y aura pas que le révérend Leslie qui va sortir de ce récit chamboulé. J'ai rarement lu un texte aussi beau,
aussi doux pour raconter la violence. Korag est une leçon de vie, une vraie. Si la résilience devait avoir une définition, cela pourrait être son prénom. Je me rappelle plein de choses en vous lisant cette chronique et c'était vraiment un récit très très fort. Le récit m'a fait voyager dans les Highlands comme jamais auparavant. Je sentais le froid, l'odeur de la forêt, le souffle des animaux. J'imaginais les plantes et les décoctions. J'imaginais Korag donner tout ce qu'elle avait pour guérir les autres. Je voyais son cheval. Je lisais du courage et de la détermination. C'était un moment unique de contemplation littéraire. J'ai pris du temps pour le lire. Moi qui peux lire si vite, parce que je voulais le savourer, ce moment. C'est pour ça que je lis, pour rencontrer ces personnes, ces personnages qui viendront me murmurer. C'est pour ça que je lis, pour rencontrer ces personnages, ces personnes qui viendront me murmurer leur histoire avec force et authenticité. Pour cette boule que j'ai dans le ventre en découvrant leur récit, les larmes qui coulent quand j'écris mes chroniques, parce que c'était si beau, si puissant. Et il y a des coups de cœur, et parfois, il y a plus encore, un bûcher sous la neige, ça sera encore plus. Faut aimer le nature writing, faut aimer les livres descriptif. J'ai eu pas mal de réponses à cette chronique sur Instagram en me disant que ça l'avait pas fait du tout parce que c'est trop lent, trop mou. Je comprends, mais moi j'ai trouvé ça... En fait, j'ai trouvé que c'était le paroxysme de la poésie littéraire, en fait. C'était incroyable. Et le numéro 1... Ah, ça pourrait être lui quand même. Franchement, le numéro 1 et le numéro 2, ils sont ex-aequo. On va dire ça. Parce que là, je me dis, en vous relisant ma chronique, que c'était un bûcher sous la neige. Dans La forêt des larmes de Glendy Vandera, Ellie va commettre l'irréparable ce jour-là. Ce jour-là, alors qu'elle vient de voir son mari en embrasser une autre, elle va trouver refuge dans la forêt avec ses enfants pour réfléchir. Comme elle l'a toujours fait, la forêt c'est son sanctuaire, son point de chute. Ce jour-là, ses jumeaux de 4 ans sont entreprenants et elle a la tête ailleurs. Ce jour-là, elle va oublier Viola sur le parking et sa petite fille, son dernier bébé, ne sera pas retrouvé. Ce jour-là est le premier jour d'une descente aux enfers qui ne se solutionnera que par la fuite, une fuite dans la forêt. Elle va fuir son mari infidèle, fuir ses enfants, car elle devient la mère qu'elle a eue, celle qu'elle ne veut absolument pas devenir. Ce jour-là signera le début d'un long exil. Attention, si vous entamez ce roman, préparez-vous à prendre une claque. Il est absolument parfait, d'une puissance folle. La nature est centrale, un personnage à part entière. Le nature writing peut être parfois pompeux. Ici, il m'enivre et me rappelle ma place. La puissance de la nature et d'à quel point on en a besoin. La forêt est le cœur d'Elise, les arbres sont ses poumons. Sa fuite est presque légitime, elle se sacrifie pour ne pas faire encore plus de dégâts. Parce qu'elle culpabilise tellement. Mais cette culpabilité, elle n'est pas la seule à la porter. Ce roman parle de l'acceptation et du pardon, celui que l'on doit accorder aux autres avant tout, celui que l'on doit s'accorder à soi. Pour vivre et non plus survivre. La construction brillante en fait un page-turner redoutable. Elise m'a profondément touchée. Elle a touché mon cœur de maman et mon cœur de femme par sa force et sa résilience, par la leçon de vie qu'elle me donne. Ce roman, j'y pense avec des frissons et je vous le recommande fois 1000. Alors, tentez par une balade en forêt. Voilà, pour ce roman-là que j'ai lu le cœur serré également tout du long et que j'ai refermé et que je me suis dit, ah, qu'est-ce que je vais lire après ça? Voilà. Voilà pour mon top 3 de l'année 2023. J'ai volontairement mis à part les thrillers et là je vais vous parler que de 3 thrillers cette année. Dans ces 3 thrillers, il y a 2 confirmations, c'est-à-dire 2 auteurs que j'aime énormément et qui sont venus confirmer que c'était des auteurs que j'aimais énormément. Et puis il y a la découverte d'une autrice où je me suis dit, il faut absolument que je lise tout d'elle, elle est incroyable. Le premier thriller dont j'ai envie de vous parler dans ce top 3, c'est En roche de sang d'Olivier Bal, absolument incroyable. Le meilleur d'Olivier Bal pour moi, c'est un one shot, donc vous pouvez foncer chez la Mia Ferita Sia Murtare. Pardon. Voilà ce que l'on va retrouver écrit avec le sang d'un milliardaire serbe égorgé sur sa baie vitrée. Que ma blessure soit mortelle. Marie Janssen, inspectrice d'Interpol, n'a pas encore idée de l'enquête qui l'attend, qui l'amènera jusqu'en Corse où le passé est obscur parce qu'il y a 20 ans de cela, 2 frères ont commis le braquage de trop. Coup de cœur. Je pourrais presque m'arrêter là et vous dire de foncer découvrir le dernier roman d'Olivier Bal. Ce roman est sans défaut, addictif et terriblement bon. J'avais peur de ce one-shot parce que je suis attachée à Paul Green, ce journaliste des précédents romans de l'auteur. Et puis contre toute attente, ce sera ce roman que je préfère. Ce voyage en Corse m'a happé du début à la fin, les personnages sont tous incroyables. Ces 2 frères ont dû apprendre à vivre avec un patriarche
compliqué. L'un aimerait qu'il soit fier de lui, l'autre aimerait toujours pouvoir protéger son petit frère. Mais hélas, les roches sont dangereuses et trop de limites vont être franchies. Et puis cette inspectrice humaine est galvanisée par son travail auquel elle laisse prendre toute la place. Une place plus importante peut-être que sa propre fille. Le scénario est digne d'un film, sans tomber dans le cliché ou le too much, je crois à tout ce qui se passe. Je voyage à côté de Marie pour tenter d'endiguer les conséquences d'actes datant de 2 décennies. Ce livre empli d'humanité et de paysages précieux de Corse ne pourra pas vous décevoir et les personnages vont aussitôt vous manquer. Grazie Olivier pour ce roman incroyable. Vraiment un roman fou, un thriller très bien ficelé, une enquête extrêmement bien ficelée, un excellent moment avec celui-ci. Ensuite, il y aura Hurlement d'Alexis Leibsker. Je me souviens, alors j'ai préféré les poupées, mais Hurlement est tellement venu me perturber que j'avais très envie de le mettre dans mon top 3. Alexis Leibsker, c'est parmi mes 3 auteurs de thrillers préférés. Olivier Ball également. Ouais, je me souviens lire le premier chapitre et ne pas réussir à aller aux chiottes la nuit après, tellement ce chapitre était très déstabilisant. 5 femmes kidnappées, une retrouvée particulièrement amochée et plus légère, beaucoup plus légère même, dont le cri risque de vous hanter. Le duo Mentalo-Cowboy se reforme pour élucider cette enquête, mais attention, le tueur est peut-être déjà tout près. J'en dirai pas plus car rien que d'écrire ces 2 premières phrases, j'ai des frissons. Alexis Leibsker, c'est une plume d'une efficacité redoutable, celle qui me fait passer par toutes les émotions. Le thriller est millimétré et la cadence assourdissante. La détresse des personnages est brisante, celle des victimes mais aussi celle de ceux qui enquêtent, car un 3e enquêteur entre dans l'équation et apporte un piment intelligent. Ce tueur vous laissera sans voix. L'auteur est déjà dans la cour des grands et confirme qu'il fait partie de mon podium d'auteurs de thrillers préférés. Je vous saoule avec nos règles, je vais vous saouler avec Alexis, parce que si vous avez envie d'un thriller sans défaut, sournois, dont l'intrigue saura vous surprendre, il faut foncer. Et avoir un peu le cœur accroché quand même. Hurlement est brillant et devoir attendre 1 an pour retrouver ce cow-boy va être long. Heureusement, le Mangeur d'âme m'attend sagement. Et toi, as-tu déjà lu cet auteur? J'ai toujours pas lu le Mangeur d'âme d'ailleurs, il faut que je sorte de ma palle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et l'autrice que j'ai découvert cette année et qui est absolument incroyable, c'est Johanna Gustafsson. J'aurais pu vous mettre L'île de Yule parce que j'ai lu ça cette année. L'île de Yule, La folie, je les ai autant aimés l'un que l'autre. Cette femme a une plume incroyable. Je veux tout lire de Johanna Gustafsson. 2002. Maxine Grant est appelée sur une scène de crime. Elle trouve sur le perron de sa maison Pauline Caron, son ancienne maîtresse d'école, catatonique, et le mari de cette dernière sauvagement assassiné à l'intérieur de la maison. Cette femme, si douce, a-t-elle pu tuer son mari si violemment et lui asséner plus d'une trentaine de coups de couteau? Les macabres découvertes qui vont suivre ne plaident pas en sa faveur. 1949, Lina, une petite fille un peu étrange, se noue d'amitié avec une dame en fauteuil roulant. Victimisée par ses camarades, la jeune fille se voit prodiguer des conseils très particuliers. 1899, Lucienne va être victime d'un drame, un incendie va ravager sa demeure parisienne, emportant avec elle ses 2 filles, enfin peut-être pas, puisqu'on n'a jamais retrouvé les corps. Quelle lecture de dingue! Johanna Gustafsson signe un vrai thriller comme je les aime, intrigant, glaçant, avec des personnages tellement malaisants. La sorcellerie et le spiritisme viennent alourdir l'atmosphère déjà pesante. Un nombre de détails intelligents viennent donner une crédibilité de dingue à ce roman. Le lien se tisse doucement au fur et à mesure des pages entre les époques. Tu comprends ce qui lie Lina à Lucienne assez rapidement. Puis il faudra être patient pour comprendre le lien avec Maxine. Et pourtant, tout est quasi toujours sous nos yeux. La révélation vient me scotcher et le final me laisse sans voix. 2 romans de l'autrice lus, 2 coups de cœur, une plume que je vais continuer de lire très vite. Voilà, absolument incroyable. Dès qu'il y a un peu de sorcellerie, de choses comme ça, je suis tout de suite convaincue. Donc je suis très rapidement convaincue et prise par l'histoire. Donc voilà pour ce qui est de mon top 3 thriller. Voilà pour cette vidéo, mes meilleures lectures de 2023. J'en profite pour remercier toutes les maisons d'édition qui me font confiance au cours de l'année, tous les auteurs, autrices qui me font confiance, et puis pour tous ces auteurs, autrices qui nous sortent des livres absolument incroyables et qui me permettent tous les soirs de m'échapper, d'oublier les problèmes du quotidien et voilà, de partir complètement dans des mondes différents, de voyager. Et voilà, la lecture c'est vraiment mon réconfort et voilà, un grand merci à tout le monde pour cette année livresque très riche.
Sur ce, je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est, vous, votre gros coup de cœur de l'année 2023. J'ai hâte de découvrir les titres, de découvrir très certainement des titres. Voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, de commenter, de partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.